bien, d'abord, bienvenue à tout le monde et puis merci d'être là aussi nombreux pour cette deuxième visio de la MLP consacrée aux ordonnances vertes. Alors, aussi nombreux parce que vous êtes 150 inscrits, donc ça va être un petit peu délicat. Alors, avant de vous présenter le menu de la soirée, je vais vous faire passer quelques consignes indispensables pour que ça se passe pas trop mal. La première chose, c'est de couper vos vidéos, justement, parce que sinon, ça va un peu compliquer les connexions. Couper les vidéos et couper les micros. Et en fait, seuls les intervenants au cours de la soirée récupéreront leurs micros et leurs vidéos, bien sûr, lors de leurs interventions. Euh, Vous me direz, mais comment va-t-on participer à cette soirée? Eh bien, en fait, à 150 en visio, c'est un peu difficile. Donc, ce que vous allez faire, c'est utiliser le chat. Je ne sais pas si vous voyez la barre noire qui est en bas de l'écran. Et le chat, c'est le quatrième symbole en partant de la gauche. Un, 2, 3, 4, c'est ça. Vous cliquez là-dessus. Et là, vous avez accès à un petit menu dans lequel vous posez vos questions si vous en avez. Voilà. Donc la soirée, elle va se passer en deux parties. La première partie, elle sera consacrée à une présentation d'expérience, parce qu'en fait, le but de cette deuxième visio, c'est de s'axer sur le comment faire, comment mettre en place les ordonnances vertes dans mon lieu d'exercice, dans ma communauté de communes, dans mon lieu de vie, etc. Donc, six intervenants se relayeront. On aura à peu près 1 heure pour ça. Ensuite, une demi-heure de questions, de réponses à vos questions. Et en deuxième partie, une partie un peu plus courte qui sera consacrée à la constitution, enfin à la présentation de ce que pourrait être un réseau entre nous, un réseau informel. Mais on en dira plus tout à l'heure. Voilà. Eh bien, pour pas retarder les choses, je vais d'abord donner la parole à Alexandre Fels, qui est le médecin qui a initié les ordonnances vertes à Strasbourg et qui avait tenu la vedette lors de la première visio qu'on avait faite sur le sujet. Euh, voilà, donc j'ai envie de lui passer la parole en premier pour que ça fasse une petite, comment dire, euh, ça mette les choses en connexion. Très Voilà, bien. bienvenue, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Oui, donc ça sera très court, 5 minutes, et après je serai en écoute des projets. Oui, donc un projet qui est parti de Strasbourg. Je suis médecin généraliste, toujours en activité, mais également adjoint à la maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, à la santé publique et environnementale. Et donc l'ordonnance verte est partie d'un point de vue territorial de Strasbourg. Aujourd'hui, on a près de 2000 femmes enceintes qui ont pu bénéficier du dispositif, autant sur le côté éducation, promotion à la santé que sur le côté distribution de paniers bio, circuit court. Il n'y a pas une semaine où j'ai pas soit une interview, soit un séminaire sur le sujet. Donc, on voit que c'est quelque chose aujourd'hui qui intéresse beaucoup. Il y a un article dans Ouest France qui va sortir demain. Voilà, il y a différentes communications. Et donc, c'est très important. Et donc, je remercie beaucoup l'association Alerte Pesticides, Médecins Alerte Médecins contre les pesticides, de ce relais qui est fait aussi auprès de la communauté des professionnels de santé de façon large. Moi-même, en tant qu'élu, je coordonne un réseau dans le cadre du réseau français des villes santé de l'OMS, un groupe de travail sur les perturbateurs endocriniens avec Paris. Et donc, voilà, c'est important de créer des réseaux de convergence. Pour être un peu plus politique, on est dans un moment un peu particulier, en fait, où on voit que les questions environnementales et écologiques semblent régresser de par le monde, bien sûr, mais aussi en France. Les élections des dernières élections syndicales là, pour la FNSEA, malheureusement, montrent qu'ils sont encore largement majoritaires en France. Donc, mais c'est l'élément positif et qui me permettra de lancer vos travaux, c'est que au niveau local, on sent pas ça. C'est-à-dire, on sent
Chez nous, on touche quand même 30% des femmes enceintes du territoire, donc c'est quand même beaucoup en termes de santé publique. Et puis, la présence massive des personnes lors de ce webinaire, le nombre d'interpellations et de communications. Dans le cadre, par exemple, du Salon de l'agriculture, ils veulent faire aussi une table ronde sur l'ordonnance verte. Donc, on voit qu'il y a un intérêt très fort, autant du côté santé que du côté aussi des agriculteurs biologiques qui se saisissent de cela. Et donc, merci à l'association et puis merci à tous les collègues. Et puis, je serai en attention très particulière sur toutes les initiatives qui se mettent en place. Voilà, bon travaux. Merci à toi. Ok, bon, bah, sans perdre une minute, je vais passer. Alors, je vais passer les commandes à Jean. On va commencer par un court passage de France 3 Nouvelle-Aquitaine consacré à la Charente et aux ordonnances vertes en Charente. Alors, Petit problème technique, excuse-moi. Ah, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. c'est normal. Je suis désolé, c'est le stress. Les répétitions étaient bonnes et là, ça marche pas, évidemment. Ça y est. Mais si, ça marche. Vous, les ordonnances vertes, ce dispositif lancé à Strasbourg il y a 3 ans, propose aux femmes enceintes un accompagnement pour limiter leur exposition aux perturbateurs endocriniens, ces substances chimiques auxquelles le fœtus est très sensible. 40 communes de Charente proposent aujourd'hui ce programme. Bruno Pilet et Cécile Landais. Une consultation pas si ordinaire que ça. Quand on parle de perturbateurs, est-ce que c'est quelque chose de perturbateur endocrinien, quelque chose que vous avez entendu parler? Limiter l'exposition à des substances nocives, c'est le but de ce que l'on appelle l'ordonnance verte. Sophia, future maman, vient de s'engager dans ce dispositif, accompagnée d'un médecin et d'une infirmière. J'ai voulu voir un petit peu ce qu'était ce dispositif pour pouvoir limiter en fait les risques sur mon corps et sur ma grossesse et puis pour mon bébé ensuite quoi. On revoit effectivement avec la femme enceinte tous les produits qu'elle peut utiliser par exemple en cosmétique, hein, tout ce qui est gel douche, shampoing. Et on donne en alternative et en conseil de regarder lorsqu'elle les achète qu'il y ait le moins possible d'ingrédients dans le flacon. En règle Les générale, perturbateurs endocriniens, souvent à l'origine de cancers et malformations, largement présents dans l'environnement et particulièrement nocifs à des stades très précis de la vie. Peu importe la dose de perturbateurs endocriniens, c'est surtout le moment qui fait la toxicité. Et donc, les périodes importantes de la vie, ça va être le moment où la femme est enceinte, parce que du coup, le fœtus est plus susceptible, l'adolescence. Et donc, voilà, on va essayer de jouer sur ces périodes-là pour limiter les risques. Car le dispositif permet aux femmes enceintes et volontaires de bénéficier gratuitement d'un panier de fruits et légumes. Il est ici chez ce producteur en reconversion bio. Des petites carottes, un beau poireau. ça m'incite de manger mieux, de connaître, de savoir comment on peut du coup s'alimenter autrement en évitant tous les perturbateurs endocriniens. Un dispositif entièrement financé par la commune et aux retombées positives, selon elle. L'intérêt pour la commune, c'est vraiment de mener une politique vertueuse envers ses habitants et de protéger, on l'a dit, la femme enceinte à un moment donné de sa vie où elle est la plus fragile. Et parce que on souhaite également valoriser notre agriculture et que les gens puissent mieux manger. En Charente, une quarantaine de communes font déjà partie du dispositif des ordonnances vertes. Alors, donc une quarantaine de communes en Charente, ça laisse un peu rêveur. Mais pour préciser un peu tout ça, on va donner la parole à deux Charentais, Monsieur Roued pour le Grand Angoulême et Louis-Adrien Delarue qui complétera avec au sujet d'autres communes de Charente. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Roued, que j'ai aperçu tout à l'heure, mais que je ne vois plus, bien entendu. Mais l'important, c'est de l'entendre. Il est. Je ne le vois pas, monsieur Roued. Je le vois pas.
Ah, ça y est, Monsieur Roued est là. Voilà. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien, parfait. Donc, je m'appelle Ludovic Roued, je suis responsable de la mission santé de Grand Angoulême. Donc, la mission santé, elle est axée sur le développement de l'offre de soins, vous en doutez certainement, mais également sur la prévention et la santé environnementale. Donc, effectivement, je voulais vous présenter notre dispositif, donc qui localement s'appelle Panier Jeune Pousse. On peut Pardon, avancer sur le excusez-moi, slide. j'ai un petit problème. Ça y est, voilà. Ça y est. Donc, ce dispositif, on peut avancer sur la présentation. Il est largement inspiré du dispositif Ordonnance verte de Strasbourg. Tout a commencé à l'été 2023, où on a rencontré, donc, dans le cadre du réseau Ville Santé de l'OMS, les collègues de la ville de Strasbourg. Et donc, c'est un dispositif qu'on a mis un an à lancer, à organiser et à lancer, puisqu'il a débuté en juin 2024. Donc, ce dispositif, il a pour budget 63 000 euros qui sont répartis sur deux services, donc santé et agriculture, alimentation. Sur l'année 2024, on n'a pas eu de cofinancement pour l'expérimentation. En corrélation avec ce budget, on visait 100 bénéficiaires. Finalement, on a pu monter jusqu'à 130 bénéficiaires en fonction de la montée en charge progressive. Pour vous donner une idée, Grand Angoulême, c'est une agglomération de taille moyenne avec 140 000 habitants sur 38 communes. Donc, on a 1400 naissances domiciliées sur Grand Angoulême. Donc, sur un semestre, environ 700 naissances. Donc, finalement, on était sur 130 bénéficiaires sur une cible potentielle, un maximum de 700 naissances. Bien entendu, ce projet, il a été travaillé en groupe de travail avec les élus, validé en conseil communautaire, et on a un comité de pilotage qui est très intéressant puisque, en plus des élus, il réunit vraiment tous les acteurs, les partenaires, les prestataires. Ce dispositif, il a vraiment été possible sur notre territoire parce qu'on avait deux atouts. Premièrement, on a une maternité au centre hospitalier d'Angoulême qui est très à la pointe en santé environnement depuis de nombreuses années. Et étant donné qu'on est une agglomération avec un noyau urbain, mais des communes également rurales, on a un service agriculture-alimentation qui fait depuis très longtemps un travail très important pour installer les maraîchers, notamment en bio, pour développer les circuits courts, le bien manger à l'école. Du coup, on avait déjà une très bonne connaissance des acteurs sur le territoire. On peut peut-être avancer sur le slide. Euh, Ce dispositif, donc la porte d'entrée, c'est bien sûr la santé et les professionnels de santé. On peut avancer. Puisque, à l'instar de Strasbourg, on commence par une ordonnance qui va être rédigée par les sages-femmes, médecins, gynécologues dans les maternités. Bien sûr, on a relayé très très largement, vous voyez le flyer à côté, donc qui est présent dans tous les cabinets, sages-femmes, maisons de santé. Ça a été relayé par la presse, communication institutionnelle et tous les acteurs, les PMI, les crèches, accueil de loisirs, tout ce qui était possible pour toucher un maximum de public. Donc l'ordonnance, elle est rédigée par le professionnel, mais elle est transmise par la bénéficiaire. Nous, on valide l'inscription. Avant toute chose, le principe, c'est de participer à un atelier. Donc là, on laisse le choix, soit l'atelier santé, donc c'est un atelier de sensibilisation à la santé environnementale et qui va être réalisé au sein des maternités, soit l'atelier cuisine, donc qui est vraiment euh, apprendre et apprendre à cuisiner les légumes qui sont dans le panier. À partir du moment où le premier atelier est réalisé, on commence la livraison des paniers. Donc, nous, on est sur une base de 24 paniers, donc soit environ 6 mois. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment un parcours de formation. Donc, au bout de 2 à 3 mois, on passe sur le deuxième atelier complémentaire, celui qui n'a pas été réalisé avant. Voilà, donc un petit point sur les ateliers. Donc les ateliers santé-environnement. Donc nous, on travaille avec les deux maternités de notre territoire, hôpital et clinique, qui toutes les deux réalisaient des ateliers nesting. Donc vous connaissez certainement, c'est une formation labellisée par WECF qui forme les formateurs, donc qui sont aujourd'hui les personnels des maternités. Et cet atelier, il consiste vraiment à expliquer
ce qu'est un perturbateur endocrinien, où est-ce qu'on le trouve, pourquoi cette vigilance sur ces substances, notamment sur la période des 1000 premiers jours, comment les éviter avec des manières simples. C'est toujours un discours qui évite de culpabiliser, où on est plutôt dans la construction, les échanges, et où tout est relativement simple, avec un document, avec des smileys pour indiquer les bonnes et les moins bonnes pratiques. Aujourd'hui, on a des très très bons retours des deux maternités, puisque les ateliers nesting, ils étaient proposés systématiquement à toutes les femmes enceintes. Mais, comme nous disent ces maternités, jusqu'à présent, c'était quand même un public relativement acculturé et qui venait perfectionner leurs connaissances. Mais finalement, avec ce dispositif, ça permet d'avoir un panel représentatif, on va dire, de la population, toutes catégories socio-professionnelles confondues, et donc ben, de toucher des personnes qui sont finalement parfois éloignées de ce type de connaissances. Sur les ateliers cuisine, aujourd'hui, on travaille avec 2 prestataires locaux. Donc, 2 prestataires, ça nous permet déjà d'avoir un calendrier à proposer très intéressant, très diversifié, puisque par exemple, l'un des deux fait que le samedi matin, l'autre en semaine. Et ça nous permet aussi d'avoir 2 approches différentes. Donc ces ateliers, c'est d'une durée de 2 heures, 2 heures et demie, les ateliers cuisine, et avec l'idée, donc par petits groupes, de faire des recettes un peu innovantes, rapides, et de manger ensuite sur place ou de repartir avec le doggy bag. Mais la plupart du temps, les gens restent sur place pour déjeuner, continuer à partager. Donc il y a des très bons retours. Naturellement, on invite les conjoints sur ces 2 types d'ateliers et on a vraiment une très bonne participation. On a au moins 30% de participation des conjoints coparents sur l'atelier cuisine et même un peu plus sur l'atelier nesting qui est souvent dans le cadre du parcours suivi de grossesse, donc le conjoint est souvent présent. J'ai mis un petit mot sur l'évaluation. On a une évaluation à mi-parcours, au bout de 3 mois, avec une personne en service civique qui vient sur les points de livraison interroger les personnes. Ensuite, on a, à la fin du dispositif, puisque là, on arrive à des personnes qui quittent le dispositif, une évaluation à 6 mois. Et je pense qu'il faudra faire une évaluation encore 6 mois après pour voir d'abord les changements de pratique, mais si les personnes continuent à aller chercher leurs légumes et leurs paniers. Donc, sur les paniers de légumes bio, effectivement, c'est des paniers assez conséquents, hein, puisque c'est 5-6 kilos, donc c'est vraiment une cagette, hein. On estime à 2-3 pour 2-3 personnes pour une semaine. Ils ont une valeur de 22 euros, donc toujours conséquent. Aujourd'hui, sur le territoire, on n'a pas une seule ferme qui était en capacité de fournir ce volume de paniers. Vous voyez, on est monté là jusqu'à 120 paniers par semaine. C'est assez conséquent pour notre territoire. Du coup, on travaille avec un collectif qui s'appelle Paysans Charente Bio. C'est 6 fermes aujourd'hui et encore d'autres qui vont s'agréger. Et l'idée, c'était, elles étaient déjà soutenues par l'agglomération, par la Maison d'agriculture biologique. Et l'objectif pour eux, c'était de massifier pour pouvoir fournir la restauration collective. Et aujourd'hui, c'est vraiment un test concret, panier jeune pousse, puisque ça leur permet d'avoir une filière et d'être ensemble à fournir ces paniers. Il y a eu, c'est à noter, tout un travail, puisque suivant les points de livraison, c'est une ferme qui va alimenter. Donc d'un point de livraison à une autre, vous n'avez pas forcément les mêmes paniers. Vous avez forcément les mêmes légumes de saison, mais ils ont dû faire un travail aussi en interne pour homogénéiser ces pratiques. Sur le graphe, vous voyez des périodes de congé, donc la période hivernale, hein, où les maraîchers prennent leur congé, puis là on est reparti toujours à 120, 130 paniers semaine. Voilà, alors un petit point sur les points de livraison. Donc au début, nous, intercommunalité, on voulait toucher toutes les communes. Donc on arrive avec notre modèle, on va mettre ça en mairie. Les maraîchers nous ont dit non, non, mais là, nous, c'est pas possible, on n'ira pas sur un point pour 2-3 paniers. Donc pour commencer de manière très opérationnelle, ils nous ont proposé leur réseau d'AMAP. Donc ça nous a vraiment parlé, puisque d'une part, ces AMAP, elles sont localisées stratégiquement sur des axes de circulation avec du stationnement, sur des horaires vraiment pertinent. Et il y avait cette notion d'être vraiment avec le maraîcher qui remet en main propre le panier, qui explique, c'est mes carottes, il faut les cuisiner, moi je vous conseille de telle façon. Donc ce contact humain et qui est essentiel pour la suite. Nous, on a continué, on a développé d'autres points. Alors, il y en a eu un sur un marché, c'est très pratique, hein, parce que les maraîchers sont déjà là. Et au sein d'une mairie et sur un stade d'athlétisme qui est vraiment sur les axes de circulation, donc très pratique. Et indirectement à la ferme aussi, donc c'est assez intéressant. Il faudrait conclure parce que les 10 Oui, minutes c'est la sont dernière slide. super.
Voilà, donc sur 2025, là, on a rembrayé sur le modèle actuel, c'est-à-dire pour toutes les femmes enceintes de plus de 3 mois qui habitent sur l'agglomération, avec seulement 20 euros de participation. On va faire évoluer le dispositif, comme l'a fait Strasbourg, hein, on était très lisible au début, maintenant on complexifie un petit peu. Déjà, on va passer sur 4 mois de panier au lieu de 6 mois, donc 16 paniers. Pour nous, ça reste une durée quand même assez intéressante pour le changement de pratique et ça permet de passer, là, j'ai mis 300, mais on va être sur 350 bénéficiaires, donc 25% de cible. Ensuite, on va introduire la notion de participation financière en fonction des quotients familiaux, avec, comme vous le voyez, 4 tranches et un reste à charge, donc 20 euros toujours pour les plus défavorisés, et 180 euros, ce qui va correspondre à 50% de prise en charge quand même pour les QF les plus élevés, sans parler de l'atelier cuisine. Aujourd'hui, on a un cofinancement, donc sur un budget qui va être de 150 000 euros sur l'année 2025, on va avoir 7 500 euros de la CPAM. On a d'autres cofinancements, mais non sécurisés à ce jour. Mais c'est déjà très symbolique que la CPAM soutienne ce dispositif. Comme l'a dit Monsieur Feltz, on fait partie du réseau Vie Santé de l'OMS et de jour en jour, on voit de nouvelles initiatives locales et notamment en Nouvelle-Aquitaine. Et je pense qu'on va tous dans le bon sens. Eh Merci. bien, merci beaucoup et surtout pour la concision. Euh, alors, je vais donner la parole à un autre Charentais, s'il est là, s'il est joignable, Louis-Adrien Delarue, pour nous donner quelques nouvelles des autres projets en Charente, notamment Sud-Charente, mais aussi Châteauneuf. Je crois que j'ai aperçu Jean-Louis Lévesque, d'ailleurs, le maire de Châteauneuf, qui était, si j'ai pas rêvé. Alors, Louis-Adrien, réponds-nous si tu es là. On le repère. Comment? Faut qu'on le repère pour lui redonner le son. Oui. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, il faut peut-être que pour pas perdre de temps entre les interventions, il vaudrait mieux que les. Ah, ça y est, lui, Adrien, ça, je t'ai repéré. Voilà, c'est bon. Voilà, Louis-Adrien Oui, va. vous m'entendez? Ça y est, c'est bon, on t'entend parfaitement. Salut, bonne soirée à tous. Merci pour votre invitation et surtout pour ce webinaire. Alors, j'ai 10 minutes pour parler à la suite de Ludovic, en fait, de différents autres projets. Moi, ce que j'ai à dire, donc moi, je suis médecin généraliste à Angoulême. Ça fait plusieurs années que je donne des conférences aux élus, au grand public et aux soignants sur le sujet des perturbateurs endocriniens en particulier. Et puis, j'ai un groupe de travail avec des infirmières de santé publique où on essaye de monter une consultation à destination des femmes enceintes, une consultation azalée. Et on est en train de porter le projet de faire une formation nationale pour créer des binômes experts sur ce sujet de la prévention autour des produits chimiques de médecins généralistes et d'infirmières azalées. Et donc, avec ces infirmières azalées, je maintenant co-anime des interventions avec elles. Au départ, je faisais des co-interventions avec la sage-femme Dominique Licot, qui est à la maternité de l'hôpital d'Angoulême, où on avait fait des interventions ensemble au début. Euh, alors, en fait, donc il y a le Grand Angoulême. Moi, je vais vous présenter au moins un autre modèle à voir, et c'est ça qui est intéressant. En fait, la modularité qu'on peut voir dans ce type d'expérience, et surtout pas se limiter quand on est des petites communes, puisqu'en fait, le premier territoire en Charente à avoir lancé à quelques semaines près par rapport à Grand Angoulême les ordonnances vertes, ça a été une commune qui s'appelait avant Roumazières, mais maintenant qui s'appelle Terre de Haute-Charente. C'est une population à peu près de 3500 habitants. Alors, c'est un tout petit modèle par rapport à Grand Angoulême. C'est 24 femmes enceintes. Et l'intérêt, c'est que euh, enfin, comment dire, moi je peux faire un petit retour d'expérience rapide sur comment ça s'est fait, parce que ça c'est intéressant, comme on a plein de soignants et de médecins autour de cette visio, c'est que j'étais intervenu à la demande des membres de la maison de santé de Terre de Haute-Charente pour faire une intervention sur les perturbateurs endocriniens avec une collègue infirmière azalée. C'est une intervention qui a plu, les gens se sont appropriés le sujet, et puis un des médecins, je crois, qui est autour de la visio, Étienne, a vu l'expérience strasbourgeoise à la télévision et a dit à sa mère, MAIRE, pourquoi on ferait pas ça sur notre commune? Et la mère a dit Banco. Ils sont allés voir une paysanne
qui travaillent sans pesticides. Et puis, ils ont lancé le projet. Et ce projet, à la différence de Grand Angoulême, il se fait autour de consultations azalées. Il n'y a pas d'atelier nesting à l'hôpital pour cette commune, qui est éloignée de l'hôpital. Et donc, en fait, quand il y a une femme enceinte qui se présente dans la maison de santé, ou qui a un projet de grossesse, elle est tout de suite redirigée et à la mairie et surtout vers l'infirmière azalée pour avoir des consultations de prévention autour des perturbateurs endocriniens. Donc c'est deux consultations au cours de la grossesse. S'adjoint à cela la délivrance de paniers bio sur l'ensemble enfin sur tout le moment de la grossesse, avec aujourd'hui un projet qui évolue puisque il est actuellement, je ne sais pas si ça a été voté, mais ça va l'être si ce n'est pas encore été le cas, mais ils veulent étendre le dispositif aux mois qui suivent l'accouchement, donc en postpartum. Donc ça, c'est intéressant. Et le dispositif est gratuit, c'est la commune entièrement qui finance. Il n'y a pas de barrière, ni de barrière il n'y a pas de paiement initial. Et puis, il n'y a pas d'histoire de caution familiale sur ce modèle-là de Terre de Haute-Charente. Ensuite, il y a eu donc Grand Angoulême qui a expliqué Ludovic Roued. Et puis, bah, chemin faisant, moi je me suis retrouvé à faire une conférence à la Maison de l'Agriculture biologique de Charente. Et j'ai évoqué ces deux grandes expériences qui se mettaient en route sur la Charente. Et puis, ça a énormément parlé aux paysans représentants de la Maison de l'Agriculture biologique. Ils ont dit, mais c'est super, il faut qu'on porte ce projet, etc. Et aujourd'hui, la Maison de l'Agriculture biologique de Charente est vraiment un co-porteur de projet pour mettre à disposition des paysans bio les coordonnées autour de tous ceux qui voudraient lancer les ordonnances vertes sur le territoire de Charente. Et donc, il y a Pays Sud-Charente, qui est un territoire comme son nom l'indique, de Sud-Charente, où il y a trois communes, trois petites communes. Là, c'est intéressant, c'est encore un modèle. Là, c'est 1300 à 1400 habitants. C'est très peu de femmes enceintes, c'est 9 femmes enceintes. Et sur chacune des communes, bah, il y a un paysan bio qui va délivrer des paniers bio aux femmes enceintes, qui, elles, seront sensibilisées par le biais de l'hôpital d'Angoulême, puisqu'il y a un partenariat avec Grand Angoulême, comme c'est des petites communes, ils ont décidé, en tout cas Grand Angoulême a accepté ce partenariat pour les ateliers de sensibilisation, puisqu'ils n'ont pas d'infirmières azalées sur le territoire, sur ce petit territoire. Et puis tout à l'heure, j'étais en discussion avec l'homologue de Ludovic Roued sur le Grand Cognac, donc une technicienne en fait, qui m'expliquait que l'agglo du Grand Cognac, 70 000 habitants, 560 naissances, 55 communes, va mettre en place les ordonnances vertes et avec un dispositif qui se lancerait au mois de mai. Et Châteauneuf-sur-Charente, dont on parlait tout à l'heure avec le maire qui est présent, Jean-Louis Lévesque, fait partie de Grand Cognac et va s'adjoindre ce dispositif ordonnance verte autour de Grand Cognac. Voilà, je ne sais pas du tout combien de minutes j'ai fait, mais voilà les 4 territoires charentais, ça va faire 96 communes pour la La question, Charente. c'est est-ce qu'il reste des communes charentaises qui sont hors ordonnance verte? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Non, il te En tout reste cas, les 4 deux minutes. Si tu principales veux. agglos vont Oui. en 2 mois, seront dispositifs ordonnance verte, et après, plein de petites communes prennent différentes voies pour arriver à ordonnance verte. Donc il y a les ateliers de nesting pour les professionnels de santé, mais il y a aussi des infirmières de santé publique sur le territoire qui participent à la sensibilisation des femmes enceintes, en lien Donc, avec les généralistes. je te propose de te piquer tes 4 minutes de parole, parce qu'on avait pris un peu de retard, si tu veux bien. En tout cas, merci pour ton intervention et puis oui, le coup d'œil que ça, enfin le coup de projecteur que ça porte sur des communes plus rurales. Je rappelle simplement que vous pouvez poser vos questions par le chat, hein, n'hésitez pas. Euh, donc maintenant, je vais donner la parole à Camille Gueulier on va changer de région, on va aller vers Angers et, euh, et là, ça correspond d'ailleurs à un format puisque là, c'est deux AMAP qui sont à l'origine qui sont à l'origine du projet. Et donc, c'est un plan on va dire, c'est une façon de créer le projet qui est un peu différente de ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Et c'est ça qui nous intéresse. Alors, la parole est à Camille, Il faut que je lui donne le. Attends, pardon, 2 secondes. Camille Gueulier. Excuse-moi, il faut que je sorte. Alors, Camille Gueulier, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est. Ah, ça y est, je la vois.
Réactiver le son, c'est bon. Bonjour à tous. C'est bon? Bonjour. Très bien, on vous entend bien. Oui, donc moi je suis Camille Guélier et je suis maraîchère bio dans la région d'Angers. Je suis ingénieure de formation et je suis là plutôt en tant que membre du conseil d'administration des AMAP. Donc les AMAP, c'est donc Association de maintien de l'agriculture paysanne. Et nos deux AMAP, elles regroupent 250 familles sur notre territoire. C'est vraiment très local sur deux villages principalement. Voilà, et donc le but de la MAP, c'est vraiment de consolider une agriculture bio locale et qui soutient tout un tissu de producteurs avec 20 producteurs, vraiment du territoire. Donc voilà, ça crée vraiment beaucoup de liens entre les Amapiens, entre les agriculteurs et les Amapiens, et voilà. Et donc pour nous, ça donnait vraiment, enfin quand on a entendu parler du projet d'ordonnance verte, ça donnait vraiment du sens à notre association de porter ce projet-là. Et donc on est allé voir avec le PAT, le plan alimentaire territorial, et avec le contrat local de santé, on a répondu à un appel à projet pour financer une expérimentation pour lancer l'ordonnance verte à notre petite échelle de nos AMAP sur nos villages. Voilà. Et donc sur une des communes, on a réussi à obtenir un cofinancement. Le CCAS financera les paniers si on touche un public précaire. Alors pour l'instant, on a 4 contrats d'ordonnance verte, donc on l'a lancé en décembre et on est vraiment au début du lancement de notre projet. Donc on a obtenu 5 000 € de financement. Donc on peut toucher au total 35 femmes enceintes. Donc sur notre territoire, ça représente quand même, alors sur 6 mois, j'ai pas le pourcentage exact parce qu'on a quand même une vraie baisse de naissance sur nos territoires, c'est l'année dernière. Donc on est peut-être sur 20-30% du public de femmes enceintes de notre territoire qui peut être touché par ce dispositif. Donc les 5 000 €, ils permettent de prendre en compte 20 distributions de légumes de petits paniers à 13,50 € et 2 paniers de légumineuses à 8 €. Donc c'est pris en charge à 50%. Ça, c'est pas nous qui avons vraiment fait le choix de 50%, donc l'appel à projet du CLS, c'était 50% du projet qui pouvait être pris en charge. Voilà. Pour les ateliers perturbateurs endocriniens, ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que nous, on est vraiment des bénévoles et on vient plutôt du milieu agricole. Et donc, pour les perturbateurs endocriniens, on s'est tourné vers le CHU qui a organisé des ateliers nesting, dont d'autres intervenants ont déjà parlé. Et donc, les femmes enceintes qui rentrent dans nos dispositifs, on les incite fortement à aller suivre les ateliers du CHU. Le CHU était ravi de pouvoir. Ouais, en effet, pour l'instant, il touche quelques femmes enceintes, mais voilà, ça les intéressait. Vraiment, notre projet les a beaucoup intéressés. Et puis, on va compléter avec des ateliers cuisine qui vont être là plutôt sur une durée assez courte, étant donné notre budget qui est quand même petit, avec une diététicienne. Et donc, ce sera plutôt peut-être de la dégustation, mais ce sera vraiment accompagner les femmes du dispositif à utiliser les légumes et légumineuses qu'elles auront dans leur panier toutes les semaines. Donc, comme on était un réseau d'Amapiens, de bénévoles du territoire, on a pris contact avec des professionnels médicaux de notre territoire. Alors, dans une des AMAP, il y avait des médecins et des pharmaciens de la commune. Donc, on tout de suite été ravis du projet, qui nous ont vraiment aidés à prendre contact avec d'autres professionnels de santé. Pour un autre territoire, on a dû vraiment aller chercher les professionnels de santé. Et on a eu, de la part de tous les professionnels qu'on a contactés, on a eu une réponse positive. Alors, bon, certains ne nous ont pas encore répondu, mais on a vraiment eu un très bon accueil sur notre territoire. Voilà, et puis pour compléter, on est allé voir aussi le réseau Petite Enfance et puis les MDS, voilà, pour qu'ils puissent aussi relayer auprès des femmes enceintes du territoire. Donc voilà, on a nos bénévoles ont fait des jolis flyers et affiches. Donc voilà, avec un petit budget, on a réussi à faire quand même quelque chose qui est... Vous pouvez passer la slide après.
Euh, voilà. Et puis, donc, sur la slide d'après, là, je vais vous parler de la suite de l'expérimentation. Au niveau du budget, en fait, on l'a porté au niveau de l'Interamap. Donc, c'est une association qui regroupe l'ensemble des AMAP du département. Et donc, pour l'instant, on a dit qu'on ciblait l'expérimentation sur 2 AMAP. Mais après, l'idée, c'est de le développer à toutes les AMAP qui sont intéressées. Alors déjà, dans un premier temps, comme on travaille avec l'agglomération, l'idée, c'est de travailler avec toutes les AMAP de l'agglomération. Donc il y a quand même 16 AMAP potentiellement intéressées. Vous pouvez passer à la slide d'après. Donc voilà, alors après, est-ce que là pour l'instant on n'a pas encore, comme on est au début de l'expérimentation du premier projet, on ne sait pas comment ça pourra être déployé ensuite. Voilà, mais après on a, comme on est dans les réseaux bio, enfin moi en tant qu'agricultrice bio, je suis aussi dans les réseaux bio et là du coup les réseaux bio des Pays de Loire et de Bretagne ont déposé un projet commun, un appel à projet national pour essayer de développer les paniers bio à destination des femmes enceintes dans ces 2 régions. Voilà, pour l'instant, on n'a pas la réponse de ce projet, mais donc là, l'idée, ce serait que des animateurs de ces structures aient du temps pour aider au déploiement de ces projets. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou plus tard, vous pouvez me contacter. Oui, je vous des répondrai avec questions. plaisir. Des questions dans le chat maintenant et puis éventuellement plus tard, puisque tu as laissé tes coordonnées. La MLP a déjà des liens effectivement avec les 2 GAB, enfin les 2 réseaux Pays de Loire et Bretagne dont tu viens de parler. Et ça, c'est très bien. Merci pour cette intervention qui est complètement dans les temps aussi, vu qu'on gagne également 3 minutes. Vous allez dire que je suis un obsédé du timing, mais quand même. Maintenant, on va changer de région, on va revenir dans une grande ville, on va partir à Rouen euh, avec Madame Cordier de la métropole de Rouen. Si si tu veux bien, Jean, si tu trouves Madame Cordier. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ah, parfait, très bien. Très bien. Alors, Bien à merci. vous la J'ai un parole. écho. Il y a d'écho, oui. Euh, il faudrait que tout le monde coupe son micro. Souvent, ça résout ces problèmes. Alors, je vais vous présenter notre expérimentation d'accompagnement de l'alimentation des femmes enceintes dans le cadre des 1000 premiers jours de l'enfant. C'est un dispositif qu'on mène depuis octobre 2024 de manière expérimentale sur une partie du territoire de la métropole plutôt centrée autour de Rouen pour le moment. Je veux bien la slide suivante. Alors, quelques éléments de contexte. C'est vrai qu'on avait pas mal de dispositifs déjà qui ont facilité cette mise en place de ce projet, notamment le PAT, dans lequel on avait cette volonté de renforcer les dispositifs vers l'autonomie alimentaire du territoire. On a un plan local de santé, on a un contrat local des solidarités. Et puis, on a un pacte. Donc, moi, je suis chargée de l'animation du pacte, le plan d'accompagnement des changements de la transition écologique, dans lequel on retrouve un ensemble d'outils et de dispositifs d'accompagnement. On mobilise les acteurs du territoire et on laisse la place aux expérimentations pour après en faire des dispositifs plus pérennes. Donc, nous, on s'est intéressé à la femme enceinte, mais surtout à la jeune maman également, donc jusqu'aux 2 ans de l'enfant. On est parti du constat qu'on est sur une période de vie, sur une période charnière où on souhaite le meilleur pour son enfant et on est dans une prédisposition à pouvoir changer ses habitudes ou en tout cas à se questionner sur ses modes de vie. Et on s'est tourné uniquement sur les publics en situation de précarité, éloignés de l'accès à une alimentation saine et durable. On n'est pas sur de la grande précarité, mais sur des personnes pour qui l'alimentation saine est compliquée au quotidien. On est parti également des enjeux d'alimentation, donc toutes les données qu'on avait pu avoir sur l'état des lieux socio-sanitaires normalement du territoire. Et puis, on s'est fortement appuyé sur le rapport des 1000 premiers jours. Donc, on a lancé cette expérimentation
autour de la ville de Rouen, comme je le disais, qui visait 50 personnes. On a sur le territoire de Rouen le parc naturel urbain des Bruyères, sur lequel on a une ferme pédagogique et une association donc, qui est hébergée, le Champ des Possibles, donc, qui mène des ateliers de cuisine, qui mène tout un ensemble d'animations, d'accès à une alimentation saine et durable. Donc, c'est pas une ferme qui a une vocation de production et de vente, mais vraiment d'utiliser donc les légumes qui sont produits à destination des ateliers. Donc, on a eu plusieurs délibérations en 2024. Donc, on a établi un partenariat avec le Champ des Possibles, avec le département. Nous, on a souhaité s'appuyer sur de la prescription de structures sociales, donc avec les CMS, PMI du département, et puis les CCAS des communes. Donc, le principe de prescription, hein, donc, ce sont les prescripteurs sociaux qui inscrivent les personnes dans le dispositif. Donc, on a d'un côté des prescripteurs sociaux, mais on a également des professionnels de santé qui sont également prescripteurs, qui se mobilisent nettement moins que les structures sociales. Donc, on a eu un peu de défiance au départ sur le lancement du dispositif, donc sur l'intérêt des ateliers cuisine, est-ce que ça a été validé par le corps médical, est-ce que une diététicienne a pu voir l'ensemble des ateliers. Donc là, ça commence. Donc là, on commence à avoir des prescriptions qui proviennent du CHU notamment, et puis de sages-femmes libérales. Donc c'est plutôt intéressant aussi d'avoir cette mixité de public. Et donc, on répète bien, enfin, souvent, on n'est pas un dispositif médical et thérapeutique, hein. On se base sur ce levier d'atelier pour changer les comportements alimentaires au quotidien. Je vais bien la slide suivante. Alors, on a ciblé donc les femmes enceintes à partir du 4e mois de grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Donc, pour entrer dans le programme, la femme enceinte entre par prescription via une structure sociale ou un professionnel de santé. 8 thématiques d'ateliers lui sont proposées. Elle n'est pas obligée de participer aux 8, hein, selon sa situation. Si elle n'allait pas, si elle n'est plus en situation de grossesse, forcément, ces ateliers-là ne pourront pas la concerner. La personne participe à l'atelier, elle repart avec le panier type qui a été cuisiné pendant l'atelier. Et à partir de 5 ateliers, à partir du 5e atelier participé, on déclenche la livraison de paniers légumes tous les 15 jours, jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et donc, la valeur du panier, elle était près de 15 euros. Donc, voilà, donc, tous les 15 jours jusqu'aux 2 ans de l'enfant. On est sur la 2e phase de ce projet aujourd'hui. On était parti donc sur 50 femmes, donc aux alentours de Rouen pour des raisons de mobilité. La prochaine étape 2026, ça va être d'étendre le dispositif sur 3 à 4 autres communes. Mais c'est aussi de travailler avec les communes et notamment le réseau des AMAP pour avoir aussi des producteurs locaux qui puissent fournir ces paniers de légumes. Et on aura toujours ce principe d'atelier cuisine qui sera proposé, délocalisé dans les communes. Donc, on s'est également inscrit dans le projet Agri-Paris Seine, notamment dans le groupe de travail Seine nourricière. Alors là, on va déposer une demande de financement de ce projet, donc de cette phase de déploiement au sein des communes, pour pouvoir du coup étendre ce programme à l'ensemble des habitants du territoire. Ok, merci beaucoup. Et merci pour la concision également. Finalement, 10 minutes, c'était un peu large. J'ai l'impression qu'on avait vraiment prévu beaucoup trop longtemps. Bon, ben, c'est bien. Comment dire, les angles d'attaque et les propositions sont effectivement assez différentes. Euh, alors là, on va continuer le Tour de France avec la Comcom de Kaisersberg. Et comme j'ai oublié le nom du collègue qui devait présenter, je ne pourrais pas te dire, Jean, qu'il faut que tu trouves. De Girardin? Bonjour. Et puis Ben voilà, Gérard, parfait, parfait. voilà, c'est le président de la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg, donc 17 000 habitants à quelques encablures de Colmar, en Alsace. Et le projet donc Ordonnance verte a été initié grâce à un contact qu'on avait d'un médecin sur Strasbourg qui est originaire de notre territoire et qui nous a suggéré il y a 6 à 8 mois
de se lancer sur les ordonnances vertes et est venu faire une présentation aux élus de la communauté de communes. Le retour a été extrêmement positif de la part de la communauté de communes et parallèlement, le même médecin a contacté ses collègues du territoire qu'il connaissait par ailleurs pour les inciter aussi à se lancer dans ce projet, ainsi que infirmières ou sages-femmes du territoire. Et il y a eu une réunion entre les élus et les médecins et le personnel médical qui pouvaient s'engager dans le dispositif. Et la communauté de communes a lancé pour cette année, on va démarrer cette année, elle l'a mis au budget de cette année, le lancement des ordonnances vertes sur un budget spécifique de la communauté de communes grâce à l'aide d'une AMAP qui existe déjà sur notre territoire avec 3 maraîchers qui sont partie prenante et qui ont du potentiel de développement. L'objectif pour nous est d'une trentaine de femmes enceintes qui pourraient suivre, qui pourraient s'engager dans ce dispositif. Alors là aussi, avec une formation initiale sur les pesticides qui sera faite par le personnel médical, qui est indispensable avant de démarrer dans le cadre du réseau des AMAP. Et l'objectif pour nous est de fournir pendant 4 mois des paniers une fois par semaine d'ailleurs, au même prix que ceux qui ont été annoncés tout à l'heure, hein, qui est autour de 14 euros le panier. Et l'ensemble est pour le moment pris en charge par la communauté de communes. Par contre, les formations, il y a une demande qui a été faite à la CAF, à la Caisse d'allocation familiale, pour qu'elle puisse prendre en charge les formations, ce qui devrait se faire. On attend la réponse, mais normalement, ça devrait se faire. Et ce projet est intégré dans un plan, dans un PAT, hein, dont on a parlé tout à l'heure, dans d'autres territoires. Et ça fait partie d'un des volets de ce plan alimentaire territorial qu'on veut développer sur notre territoire qui est un petit peu petit pour développer un plan alimentaire territorial, mais qui sera relié à ceux qui sont autour. Donc l'objectif pour nous, une trentaine de femmes enceintes dans un premier temps pour le lancement, et puis une fourniture hebdomadaire de paniers bio. Avec une difficulté pour nous, c'est que sur place, on a des légumes bio, mais on n'a pas de fruits bio. Et donc, on est à la recherche de producteurs, mais qu'on va être obligé d'aller chercher au-delà de nos territoires. On a des producteurs, des arboriculteurs, mais qui ne sont pas en bio. Et donc, on va essayer de trouver, pour compléter, dans un deuxième temps, pour compléter les paniers par des fruits. Voilà, donc un petit peu où on en est au jour d'aujourd'hui, avec un lancement prévu pour cette année. Le budget va être voté là, incessamment à la communauté de communes. Et on va démarrer ça rapidement avec des points de collecte qui restent à définir, mais probablement sur notre territoire de points de collecte où les femmes enceintes pourront venir chercher leurs paniers. Voilà, donc l'ordonnance verte sera évidemment donnée par les médecins qui donneront cette ordonnance à la communauté de communes et la communauté de communes donnera l'agrément. Et avec cet agrément, ils pourront aller chercher les paniers auprès de la MAP. Donc voilà un petit peu l'organisation qui est prévue pour cette année. Ok, merci beaucoup. La communauté de communes qui a pris les choses en main. Voilà. Suite à l'initiative du réseau de médecins qui était motivé. D'accord. Je crois qu'il y a Camille Mengel qui veut apporter un complément, non, c'est ça? Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Parfaitement. Ok. Donc, moi, je suis médecin généraliste dans une maison de santé pluriprofessionnelle à Fréland, donc dans la vallée de Kaysersberg. Et donc, je participe à la création du projet des ordonnances vertes dans notre communauté de communes, surtout sur le plan de la création des ateliers de sensibilisation,
Donc, de notre côté, là où on en est de ce point de vue-là, le but, c'est effectivement de reproduire un peu sur un modèle strasbourgeois deux ateliers de sensibilisation sur les PE. Un premier un peu plus généraliste sur les perturbateurs endocriniens de manière générale et un deuxième un petit peu plus pratico-pratique avec de la mise en pratique, de la cuisine, du concret et refaire un petit peu le point sur les acquis. Euh, Par rapport aux ateliers, donc on s'est réunis entre professionnels santé de la vallée motivés à intervenir dans ce projet. Et ce qui en est sorti, c'est que là, on aimerait pouvoir animer ces ateliers nous-mêmes et pas forcément faire appel à des éco-conseillers extérieurs. Donc l'idée, ce serait se former dans un premier temps et ensuite créer ces ateliers en étant accompagné d'éco-conseillers notamment des co-conseillers qui interviennent déjà sur Strasbourg. Donc voilà où on en est pour le projet. On est essentiellement quatre professionnels de santé prêtes à s'engager dans la création et l'animation des ateliers, une diététicienne, moi-même en tant que médecin généraliste, une infirmière azalée et une autre infirmière libérale qui est formée en éducation thérapeutique du patient. Donc par rapport à la formation qu'on suivra nous-mêmes, on se tourne vers l'association FEE, donc FEES, c'est Femmes enceintes, environnement santé, qui propose des formations en visio par rapport au PE. Et après, c'est essentiellement la vie en vert, donc une boîte d'éco-conseillers sur Strasbourg qui va nous accompagner dans la création de nos ateliers. Donc, on est en train de rédiger le budget de tout ça pour le faire parvenir à la Comcom et aux élus avant le vote du budget qui est, je crois, vous me direz si je me trompe, mi-février. Donc, je prépare ça pour fin de semaine. Et le projet, si je me souviens bien, c'était de mettre en place vraiment le début des ordonnances vertes, la mise en place du dispositif pour juin 2025, si je ne me trompe pas. Ok, merci. Est-ce que vous avez des financements ou recherchez des financements complémentaires du côté de l'ARS ou de la caisse primaire? Alors, nous, au point de vue médical, on avait commencé effectivement des démarches pour rechercher des financements complémentaires auprès de l'ARS, de la CPM. La Ligue contre le cancer aussi était prête à financer. Et suite à une réunion avec les élus, c'est maintenant les élus enfin, c'est Monsieur Stocky et son collègue Monsieur Longjaret, qui sont donc salariés à la Comcom, qui ont pris la main et qui s'occupent de chercher les cofinancements. Alors, j'ai réunion avec eux la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour voir ce qu'il en est. Après, il y avait des pistes qui avaient l'air quand même intéressantes. Donc, mais j'avoue que j'ai pas la main sur la recherche de financement. Oui, oui, C'est mais le projet, en tout cas, a fait cette recherche. Ok. Oui, normalement, c'est en cours. Alors, je crois qu'il y a Philippe Girardin qui lève le doigt, mais qui n'a pas le son. Jean, si tu peux redonner le son. Voilà. Voilà. Voilà, oui, effectivement, dans le cadre du plan alimentaire territorial, il y a une demande qui a été faite également dans ce cadre-là. Donc, en dehors de la CPAM où la demande va partir, c'est la Comcom qui charge effectivement des dossiers. Il y a une demande au niveau du plan alimentaire territorial. Le dossier est dans les mains de la DRAF au niveau régional, hein, et c'est parti. Donc, on a de bon espoir d'avoir un complément de financement là-dessus. Ok, très bien. Donc, à bon entendeur. Euh, Merci. Si vous n'avez plus rien à ajouter, il nous reste quelques minutes à donner à Michel Campano, qui lui va nous présenter l'expérience de deux projets qui sont nés par contre au sein de CPTS. Alors, Michel, tu as 4 minutes. C'est pas mal. Où je le trouve? Où est-ce qu'il est, Michel? Alors, si en plus on ne le trouve pas, Ah, si, ça y est, je le vois. Il est reperdu. Il se cache. Michel Campano, je l'ai vu tout à l'heure. Là. alors, Je l'ai, ça y est. Tu peux parler, Michel? C'est bon?
C'est Oui. bon, on t'entend. C'est à Tu peux même toi. mettre ta vidéo, on verra, c'est plus sympa. Ah bah oui, attends. Voilà. Bonsoir à tous. En fait, c'est plutôt même trois projets. Euh, donc, moi, je suis médecin généraliste à Champigny-sur-Marne, en Île-de-France. Et donc, je vais vous parler de ces trois projets qui s'articulent autour d'une CPTS. Voilà, pour voir un petit peu comment ça pouvait se fonctionner, les ordonnances vertes, au sein d'une CPTS. Donc, il y a la CPTS de Champigny-sur-Marne. Donc, Champigny-sur-Marne, c'est une grosse commune, à peu près 1500 naissances par an. Et deux autres projets qui sont beaucoup plus similaires, comme la CPTS du Pays Fouet-Nantais et la CPTS d'Amboise. Donc le Pays Fouet-Nantais, c'est 180 naissances par an et Amboise, c'est 130 naissances par an. Alors pour Champigny-sur-Marne, il y a simplement eu une présentation de ma part, le projet a été très bien accueilli. La difficulté qui est apparue tout de suite, c'est au niveau du budget, parce que une CPTS, pour autant de naissances, hein, au regard des 1500 naissances, c'était vraiment très, très juste. Donc, un rapide calcul du trésorier de la CPTS a montré qu'il faudrait trois quarts du budget annuel de la CPTS pour faire un projet à la hauteur de Strasbourg, par exemple. Donc, en fait, nous en sommes tout au début et on doit se revoir après recherche de toutes les subventions possibles et en fonction de ça, voir les marges de manœuvre, tout en favorisant au maximum les paniers bio et faire des ateliers avec les professionnels de santé de la CPTS. Alors ensuite, il y a deux CPTS qui ont monté des ordonnances vertes, enfin qui sont en train. Donc il y a Fouesnant et Amboise, qui sont assez similaires. Leur budget est autour de 20 000 euros à peu près, alors dont 50% est financé par la CPTS et les autres 50% par l'ARS pour Amboise et par la Comcom pour Fouesnant. Alors le prix des paniers sont similaires aussi, 10-15 euros. Et les maraîchers, il y a des maraîchers locaux et la MAP 29 pour Fouesnant. Donc les ateliers seraient tenus par des professionnels de santé essentiellement. Fouesnant en plus fait des ateliers d'alimentation, de cuisine. Voilà. Et donc Fouesnant est toujours au stade de projet, tandis que la CPTS d'Amboise en est à sa deuxième année d'ordonnance verte. Alors en première année, elle a bien rempli ses objectifs, 83 femmes sur un budget prévu pour 100, 859 paniers. Alors il y a eu peu de participation aux ateliers car en première année, ils ne les ont pas rendus obligatoires. Ils ont corrigé ça en deuxième année. Malheureusement, l'ARS pour Amboise s'est retirée sans aucune justification. Ce qui fait que du coup, Amboise, en deuxième année, a limité les ordonnances vertes à 50 femmes, ce qui est bien dommage. Donc, pour résumer cet ensemble ordonnance verte CPTS, il semblerait quand même que les tailles des projets de Fouesnant et d'Amboise soient semblent plus adaptées que Champigny-sur-Marne, en tout cas pour une mise en route plus rapide, en ayant des financements plus facilement mobilisables. Voilà, je crois que j'ai tenu les temps. Ah, très bien, très bien. Mais comme tout le monde, tu as même un peu d'avance. Mais je ne le dis pas, personne ne le sait. Ok, ben merci beaucoup. Alors, il me semble qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Là, je vais demander aux intervenants peut-être de garder leur visio leur vidéo en action pour que Jean puisse les repérer plus facilement s'il y a des questions qui leur sont spécifiquement posées. Et maintenant, je vais laisser la parole à Rémi qui a dû regarder les questions du chat et nous en faire une petite synthèse. Mais j'ai vu que beaucoup de ces questions avaient déjà des réponses, mais je suis loin d'avoir tout vu. Alors, Rémi, allô, Je allô. repère Rémi, moi. Ah, on a perdu Rémi. Bon. On va activer son son. Rémi, pour le présenter, c'est le médecin de Strasbourg qui a rencontré la Comcom de Kaisersberg. Comme ça, il y aura un Rémi, nom. il faudrait que tu mettes en vidéo que je te repère. Alors, On n'a toujours pas Rémi en vue. Rémi est perdu. Ah ben si, moi je le vois, Rémi. Ah, ça y est.
Oui, bonjour à tous. Donc Rémi Mazurier, je suis médecin généraliste et je suis à Strasbourg. Et du coup, je vois, Jean, que tu as laissé tous les intervenants en vidéo, mais peut-être tu pourrais leur remettre les micros. Comme Oh, ça, ce sera plus interactif. Et du coup, j'ai pris les questions par ordre d'arrivée. Les premières concernaient le Grand Angoulême. Et donc, il y avait une question sur la subvention CPAM. Est-ce qu'elle s'inscrit dans un cadre particulier? Comment est-ce qu'elle a été obtenue? Il y avait une réponse partielle sur le chat, c'était FNPEIS, Santé Environnement. Alors j'ai eu le temps de chercher, c'est Fonds national de prévention, évaluation et information santé, mais peut-être qu'il y a plus de précisions qui seront données par l'intervenant. Oui, effectivement, donc c'était un appel à projet complémentaire, puisqu'il y a le FNPES classique, et là c'était un volet santé-environnement en Nouvelle-Aquitaine. Et alors effectivement, c'est à destination des publics précaires. Et du coup, c'est sur notre projet 2025, on a quand même 33% par exemple de cibles QF inférieures à 500, et c'est sur ces personnes, ces publics, qu'on aura la partie atelier cuisine qui sera financée. Donc j'en profite pour compléter. Il n'y a pas de financement sur la partie panier à ce jour sur notre dispositif. Je pense qu'il y a seulement au niveau du PAT avec la DRAF qu'il y a peut-être une possibilité sur la partie panier qui est quand même forcément le plus gros morceau du budget, quoi. Mhm. Ok, très bien, merci. Il y avait une autre question. Est-ce que vous avez fait un appel d'offres? La réponse a été donnée oui, car supérieur à 40 000 euros. Est-ce que ça compte aussi pour les petites communes? Non. Ensuite, on était au moment de l'intervention de Louis-Adrien Delarue et une remarque, est-ce que les infirmières azalées sont censées travailler sur les perturbateurs endocriniens? Donc, je te laisse répondre, Louis-Adrien. Écoutez, j'y travaille depuis plusieurs années à ce que ça se fasse. Et pour la première fois, on va présenter notre groupe de travail euh, à la Journée nationale azalée qui se fait au mois de mars en plénière. Et on fera un focus de quelques minutes sur Ordonnance verte, mais en tout cas pour expliquer notre projet de consultation de santé publique azalée pour faire de la prévention sur le sujet aux femmes enceintes. Et nous, on fait déjà ça dans notre cabinet depuis plusieurs années. Avec mon groupe de travail, plusieurs infirmières de Charente font cela et l'une fait cela justement à Terre de Haute-Charente. Et c'est comme ça que la mayonnaise a pris pour Ordonnance verte là-bas. Donc oui, en fait, on a le soutien du Bureau national azalée puisqu'on les a eu en visio au mois de janvier. Ils nous ont dit que c'était un sujet qu'ils voulaient porter. Très bien. Super, merci. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre ensuite? Alors, bon, s'il y a d'autres questions qui viennent, je les reprendrai. C'était Guy Emmet qui posait la question. Je crois que c'était pendant l'intervention de Madame Guellier. Existe-t-il des subventions pour appel à projet dans le cadre des PAT? Bah, nous, en tout cas, notre projet, on a répondu à un appel à projet qui est le PAT et le CLS. Ils avaient fait un appel à projet commun et donc il correspondait vraiment au projet d'ordonnance verte, quoi. Oui, donc pour les novices, PAT, c'est Un plan alimentaire territorial. et CLS, contrat local de santé. Donc il y avait une demande qui est apparue avant, là, je crois que c'est Monsieur Girardin. Est-ce qu'il est possible d'avoir la liste des financements complémentaires qui existent? Ben, en fait, c'est ce que je me disais à l'instant, il faudra qu'on le fasse. Ça sera le prochaine contribution de la MLP. On va vous Exactement. préparer ça. Oui, et on peut signaler, dans le chat, il était signalé la MSA, et dans les territoires ruraux, effectivement, contacter la MSA est une bonne idée, quoi. Oui. La Alors, mutualité sociale agricole, hein. ça, peut-être que tu veux rajouter un mot sur les mutuelles, Pierre-Michel, ou pas, par rapport à la contribution des mutuelles, tant qu'on est Moi, dans c'est les un peu financements. futuriste. Ça aussi, c'est une contribution de la MLP. On a rencontré les mutuelles au niveau régional en Nouvelle-Aquitaine et puis on avait été plutôt bien accueillis et on a renouvelé l'opération au niveau national auprès d'une partie des mutuelles, enfin celles qui avaient bien voulu assister à la réunion. Et donc, pour l'instant, il y a pas grand-chose de clair. Il y a une mutuelle qui s'appelle la mutuelle familiale qui s'est montrée très intéressée.
Et je crois qu'elle est présente surtout en Île-de-France. Donc, s'il y a des projets en Île-de-France, je pense que c'est peut-être bien qu'on vous mette en rapport avec la mutuelle familiale. Voilà. Je Mais veux bien dire, désolé pour les autres ouais. territoires. Je veux bien dire quelque chose de plus global, si vous voulez bien, Alexandre Fels, sur la question des financements. Je pense que, vu les différents projets et les financements qui existent, il me semble naturel d'interroger les agences régionales de santé, puisqu'elles nous cofinancent, elles cofinancent aussi d'autres, j'ai vu. Bien sûr, la DRAF, hein, puisque c'est logique d'aller interpeller l'État sur le côté santé, le côté alimentation. Nous, on n'a pas de financement de la DRAF parce qu'ils disent que on se débrouille sans eux. Mais je pense que symboliquement et politiquement, c'est important que ces deux bras de l'État sur les territoires, donc santé, ARS et DRAF, donc notamment PAT, mais DRAF, puissent cofinancer ce type d'action. Ensuite, on a vu que certaines CPM commencent à le faire, donc je pense que nous, on va aller les chercher aussi, et je pense qu'on peut proposer à tous les porteurs de projets d'aller chercher les CPM, que ce soit sur les fonds de prévention, FNPIS ou autres. Ils ont des petits budgets à leurs mains, et donc je pense que c'est aussi symboliquement très important pour l'avenir que les caisses primaires puissent financer. On a vu que les CAF, c'est une très bonne idée hein, sur la politique de famille, peuvent également financer les dispositifs. Donc chez nous, le régime local d'assurance maladie, qui est donc une mutuelle complémentaire mutuelle solidaire Alsace-Moselle très spécifique, mais nous finance. Donc il n'y a pas de raison que les mutuelles qui ont des fonds de prévention puissent le faire. Ça me rappelle le même débat sur le sport santé sur ordonnance que j'ai lancé en 2012, et c'est les mêmes logiques à chercher. Sur le sport santé, on a l'autre acteur qui est la direction régionale jeunesse et sport, mais on est aussi sur ces mêmes logiques-là, puisqu'on voit bien en réfléchissant qu'à terme, c'est le combat depuis 12 ans sur le sport santé, mais j'espère que sur l'ordonnance verte, ça ira plus vite, c'est faire reconnaître à l'État et notamment à l'assurance maladie que la prévention, là pour l'activité physique, là aujourd'hui sur les perturbateurs endocriniens, qui est bien sûr plus large que la question de l'alimentation. Hein. Certains collègues posaient ces questions, c'est beaucoup plus large. On a beaucoup parlé de l'alimentation, mais il y a plein d'autres axes à développer sur la prévention. Eh ben, c'est une prévention qui, in fine, va réduire les coûts pour l'assurance maladie. Dans le sport santé sur ordonnance, par exemple, on sait qu'un malade qui fait de l'activité physique coûte 30% moins cher à la caisse primaire d'assurance maladie. C'est bien sûr très significatif. Voilà. Donc on est même là en prévention plus primaire dans le cadre de l'ordonnance verte, notamment dans le cancer du sein, qui est vraiment un cancer environnemental. Voilà, donc voilà un peu les réflexions et la synthèse que je pouvais proposer. Bien sûr, la mutuelle sociale agricole, qui est des mutuelles spécifiques dans les territoires de la famille, on comprend bien les logiques, mais plus globalement, je pense que voilà un peu les différentes possibilités de financement. Et on voit, je vais finir sur ça, mais on voit la force des communes et des intercommunes qui lancent l'histoire. Hein, c'est-à-dire, ils mettent un premier investissement et qu'ensuite, c'est aussi les logiques des contrats locaux de santé, les cofinanceurs viennent. Voilà. Donc, mais on voit la force d'expertise des communes ou des intercommunes qui lancent la machine, et c'est tout à fait intéressant de le noter. Merci pour ces précisions. Pierre-Michel, tu levais la main. Oui, j'ajouterais juste une chose. Il y a une autre échelle qui est celle des conseils départementaux. Alors, je crois qu'en Charente, notamment, le conseil départemental Charente a voté le soutien aux ordonnances vertes, mais j'en sais pas plus. Oula, oui, oui, justement, je vais te passer la main, Louis-Adrien. Et en Limousin, nous, on les a rencontrés aussi. Pour l'instant, on en est au stade des contacts, mais ça peut être un étage intéressant. Vas-y, tu peux compléter, Louis-Adrien? Oui, parce que j'ai des infos en direct un peu malheureuses. Il se trouve que c'est vrai que c'est le département, par le biais de Nicole Bonnefoy, qui est une sénatrice également du Parti socialiste, mais qui porte la question du danger des pesticides depuis très longtemps. En fait,
elle est sénatrice et conseillère départementale. Elle était vice-présidente même du conseil départemental de Charente. Mais là, il y a des dissensions internes au bureau départemental et manifestement, on cherche peut-être à lui faire capoter ça et on lui met des bâtons dans les roues. Et donc, il est possible que ce ne soit pas voté finalement. D'accord, moi qui croyais que ça l'était, tu vois. Bon, ok. Moi aussi, je viens de lui poser la question tout à l'heure en fait. Bon, en tout cas, bon, ben moi, bien mal m'en a pris, parce que quand on a rencontré avec Jean le conseil départemental du 87, on a dit qu'en Charente, eux, ils avaient déjà voté. Bon, tant pis. Je croyais aussi. Je lui ai demandé confirmation, mais en dernière minute, ça s'est passé comme ça. Ok, très bien. En tout cas, les conseils départementaux, ils peuvent être aussi un lieu de, enfin bon, quand ils sont à l'écoute, hein, ils peuvent être aussi un lieu permettant, par exemple, d'avoir, enfin on l'espère en tout cas, des rendez-vous plus directs avec l'ARS ou d'autres structures. Comme ils sont en contact, s'ils ont envie de soutenir et d'être, de jouer les intermédiaires actifs, ils peuvent le faire. Oui, je pense que ça dépend beaucoup des configurations locales Bien aussi. sûr, bien Mm. sûr. Je reprends encore une question qui avait été posée à Camille Gallier, je crois, sur une évolution stratégique possible vers une SSA. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est une SSA. La sécurité sociale de l'alimentation. Ah, Ah d'accord, oui. oui, voilà. Mm. Ah oui, bah ça, Très beau projet. ouais. Je pense Non, qu'on mais on déborde un peu du cadre de ce soir, peut-être. Il y a une oui. main levée par Mathieu Noireau. Non, c'était un fausse main levée. Une autre question, peut-être pour Alexandre Fels. Est-ce que les femmes enceintes qui ont bénéficié du dispositif ordonnance verte achètent d'autres produits? Alors oui, alors la question c'était pendant le dispositif, bon bah bien ça dépend de la famille, de la taille de la famille, j'imagine, mais au décours en fait, est-ce que ça induit un changement de comportement? Vous nous l'aviez expliqué l'autre fois, mais peut-être que là ça peut réintéresser les soignants qui assistent. Oui, oui, c'est assez impressionnant, hein, les changements de comportement, notamment dans la volonté de changer l'alimentation. Près de 90% des femmes et des coparents disent vouloir continuer à manger biologique à la suite du dispositif. Les changements comportementaux sont aussi autour des ustensiles ménagers, notamment autour de l'alimentation, mais aussi autour de tout ce qui est la propreté et l'hygiène, qui pour le coup est un axe qui revient moins cher, quoi, hein, parce qu'on met beaucoup, beaucoup d'argent dans des produits d'entretien qui sentent bons, mais qui sont mauvais pour la santé, alors que les substituts, qu'ils soient le vinaigre blanc ou que ça soit le savon noir, coûtent beaucoup moins cher. Donc, on voit que les deux séances, puis les paniers créent des vraies bascules. Alors bien sûr, on va continuer le suivi longitudinal et on veut aller plus loin. On va passer en délibération pour soutenir l'INSERM de Grenoble sur une recherche des perturbants endocriniens dans les urines des femmes enceintes avant-après. Donc avant le dispositif et après, en espérant avoir une cinétique de baisse importante, qui ne sera qu'une baisse parce qu'on sait qu'on est tellement entouré de perturbateurs endocriniens que c'est impossible de ne pas y être en contact. Voilà, donc on continue bien sûr les évaluations des dispositifs. C'est aussi tout à fait important de travailler sur cela. Donc c'est l'évaluation qui est faite à Strasbourg, puisqu'on a touché presque 2000 femmes depuis le début de l'expérience. Ok, c'est super cette étude avec l'INSERM parce qu'avec l'AMLP, c'est ce qu'on voulait faire, mais on s'est dit qu'on n'avait pas les épaules assez larges. Donc, il faudra nous tenir au courant. Merci beaucoup. Ensuite, on avait encore une question sur un médecin dans le Jura, je crois, qui demandait quel est le premier conseil que vous me donneriez pour lancer un nouveau projet? Eh ben, je pense que les illustrations qu'on a eues ce soir nous montrent que chaque projet se lance un petit peu différemment et donc ça dépend de la configuration locale aussi. Mais j'ai aussi envie de dire que sans les politiques, les médecins feront rien. Donc il faut trouver un politique qui est réceptif. Et après, donc à la MLP, on a des diaporamas tout faits à vous donner si vous n'avez pas le temps pour aller leur présenter les choses de façon plus simple, avec des documents aussi que vous pourrez nous demander.
mais peut-être que d'autres veulent préciser un petit peu les choses, ou ceux qui ont mis vraiment la main à la pâte, comme Camille, qui a créé un petit réseau autour d'elle. Camille, elle a le micro coupé, Jean. D'ailleurs, tous les... C'est bon. Ouais, ouais. Oui, je pense que, ben, comme tu le disais déjà, avoir les politiques qui suivent le projet, c'est vrai que c'est hyper important parce que tout ça, ça nécessite quand même un budget. Euh, mais néanmoins, avoir aussi une équipe de professionnels de santé motivés et prêts à s'investir, en tout cas, nous, c'est aussi ça qui a beaucoup porté le projet. Et bien sûr, ben, le troisième maillon de la chaîne, ça reste les agriculteurs locaux et c'est bien aussi d'avoir son réseau d'agriculteurs prêts à s'engager dans le projet-là. Après, comme tu l'as dit, hein, on l'a vu ce soir, le projet il peut naître un petit peu de chacune de ces trois sphères et il faut voilà lancer le projet et voir qui est réceptif. Mais je pense que tout est possible. Merci. C'est intéressant ce que tu dis parce que enfin, je peux anticiper sur la suite, mais ça, ça répond bien à à la question du réseau dont on parlait. On avait bien, nous, confusément le sentiment que, sans vouloir que les ordonnances vertes soient la propriété de personne, et particulièrement pas de la MLP, mais on sent bien qu'il y a quand même un besoin comment dire, pas de fédérer, mais de relier tout ça pour que des échanges d'informations puissent se faire, pour que des échanges de conseils aussi, tout simplement, de documentation, enfin bref, que ce qui a été fait par l'équipe A puisse être filé à l'équipe Z sans plus de complications que ça, quoi. C'est un peu ça l'idée. Mais tu as raison de souligner que ça vient aussi des trois. Il y a trois composantes dans ce réseau, enfin dans ce réseau, dans ce travail. Et c'est bien de les garder, même de façon très légère, en tout cas, à les garder attelés ensemble, parce que c'est ça qui va permettre la réussite d'un maximum de projets. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Michel Nicole posait la question, est-ce qu'on peut envisager une organisation de type CPTS et Comcom conjointement? Qu'en disent les CPTS? Michel, tu n'as Ah, Jean, faut que tu donnes le micro à Michel. Alors, Oui, c'est bon là. Oui. Oui, CPTS et Comcom, c'est ce qui a été fait à Fouesnant, en Bretagne. 50% C'est de bon, mais ça a financement. été court. Ah, On t'a pas entendu, Michel. ah bah, si, là, on vous l'entend. m'entendez là? Là, on Donc, t'entend. Là, Si vous tu peux, m'entendez ou pas? oui, on oui, t'entend bien. si tu peux répéter, s'il te Oui, plaît. bien sûr. Alors, CPTS et Comcom, c'est ce qui a été fait à Fouesnant. C'était 50, le financement était fait à 50% par la CPTS, le budget CPTS, et 50% par la Comcom. Ah, ok. Mais Très bien. ça n'a pas encore démarré. Voilà. Et à Amboise, c'était 50% CPTS, 50% l'ARS. La première année, malheureusement, que la première année. Mhm. Voilà. Ok, Ouais. merci. Je veux bien répondre à deux, trois questions plus politiques qui ont été posées. La première, elle me semble très importante, c'est à qui on propose l'ordonnance verte, hein. On voit bien que dans les projets que vous avez présentés aujourd'hui, il y a différentes approches. Nous, c'est-à-dire les villes santé de l'OMS et les gens qui travaillent sur la santé publique, on est plutôt sur ce qu'on appelle l'universalisme proportionné, qui en plus est beaucoup plus fort politiquement que cibler uniquement un quartier, une population. Voilà. Donc, l'universel proportionné, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on propose à tout le monde, toutes les femmes enceintes d'un territoire, on définit le territoire, la ville, la Comcom, la métropole, un quartier si on a moins de moyens. On définit ce territoire, mais on permet à toutes et tous d'accéder au dispositif. Et alors, il y a différentes techniques. Soit on demande un paiement, ce qui est une des solutions qui a été proposée, qui est différentielle selon les revenus, ou à Strasbourg, tout est gratuit, mais c'est la durée qui est solidaire.
Voilà. Et donc, ça me semble, et politiquement et en termes de santé publique, les actions qui sont les plus puissantes, mais c'est aussi un choix politique de dire je le réserve à des pauvres, je le réserve à un CCAS, je le réserve à un quartier plus populaire. Ça me semble moins puissant et moins inclusif, mais c'est tout à fait entendable. C'est une position politique, comme la question du financement est politique. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est forfaitaire? Est-ce que c'est une tarification solidaire? C'est des axes très différents. Moi, je suis plutôt pour la gratuité, voire la tarification solidaire et pas le forfait qui est inégalitaire, puisque selon les revenus, un forfait même faible peut être important pour une personne. Et puis, par rapport aux collègues du Jura qui demandent qui contacter, vraiment clairement, ça me semble, en tout cas au niveau politique, les contrats locaux de santé qui sont pilotés par les mairies ou les Comcom et qui, eux, parce que vous parliez des départements tout à l'heure, mais qui, eux, sont en lien avec tous tous les professionnels, dans tous les institutionnels du territoire, puisque dans un CLS, c'est voté par la maire, le président de la Comcom, le département, les ARS, tout le monde est dans les hôpitaux, les cliniques, tout le monde sont dans les... Donc le plus simple pour vous, il me semble, si vous n'avez pas perdre, c'est d'aller vers les CLS qui sont le lieu de regroupement. Et puis, si certaines CPTS sont très volontaires ou certaines maisons de santé pluriprofessionnelles le sont, il n'y a pas de souci. Hein. Mais en tout cas, en termes de santé, les contrats locaux de santé, qui maintenant ont quelques décennies d'existence dans certains lieux, sont vraiment les lieux les plus simples. Et une fois qu'on l'a inscrit, en fait, c'est comme ça qu'on a fait à Strasbourg, à un moment donné, même si tout le monde n'y va pas, tout le monde est informé et les cofinancements viennent aussi de ce contrat local de santé de façon relativement simple. Voilà. Oui, merci Alexandre. Il y avait une question encore pour Strasbourg. Comment, ou alors pour d'autres projets, comment ont été sélectionnés les premiers bénéficiaires dans les phases d'expérimentation? Suivant ce que j'ai dit, c'est qu'on n'a pas sélectionné en fait. C'est-à-dire qu'on a proposé à l'ensemble d'une population d'accéder et on a, avec la CPM d'ailleurs, essayé de sensibiliser plus fortement les personnes qui avaient la CMUC ou la ME. On a travaillé avec nos collègues des maisons urbaines de santé dans les quartiers pour avoir le plus de personnes issues des quartiers populaires et on a fait cette durée solidaire pour avoir cet universalisme proportionné. Donc, on l'a proposé à tout le monde. Voilà. Et donc, ce tout le monde, il peut être défini selon un territoire. On peut dire c'est toutes les personnes de la PMI, si on veut travailler sur la PMI. On peut dire c'est toutes les personnes du CCAF, mais là, on a une action beaucoup plus sociale, où on peut, ce qui est plus puissant, toutes les personnes qui vivent dans un territoire. Et ça, c'est bien sûr politiquement et en termes de santé publique beaucoup plus puissant. Et je précise, il y a des projets qui ont été montés et dans les phases d'expérimentation, ben, ils avaient un budget pour 50 femmes, par exemple. Bon, ben, ils ont pris les premières 50. Voilà, c'est aussi une autre chose qui peut être mise en place. Je crois que Ludovic Roued a demandé la parole. Jean, si tu peux. Voilà, merci. Oui, c'est tout bon. Oui, si je peux rebondir effectivement sur les notions de contribution, c'est vrai que sur l'agglomération, ça a été un choix politique de faire une somme de 20 euros, qui est très symbolique, qui, dans les quartiers, enfin voilà, ça peut se discuter, mais c'était comme dans d'autres politiques publiques, on voit que quand on a la gratuité, des fois, il y a un certain laxisme, et même aujourd'hui, on le retrouve sur les paniers non récupérés, qui sont aujourd'hui un sujet, on a quand même quelques paniers non récupérés, ça nous embête un petit peu. Voilà. Et après, on a choisi un modèle, mais chacun a le sien et ça pose aucun problème. Je voulais aussi apporter une petite contribution sur la charge administrative du suivi, qui est vraiment la grosse difficulté de ce type de dispositif, pour lesquels les collectivités, effectivement, peuvent contribuer, mais qui sont peut-être plus difficiles pour d'autres structures plus petites parce que on se rend pas compte, mais il y a beaucoup, beaucoup de suivi administratif. Moi, je vois aujourd'hui, on a une service civique à temps plein sur l'opération, plus le temps d'un agent. Donc, et une des solutions, nous, qu'on a trouvé là pour 2025, c'est de déléguer tout le suivi des livraisons au groupement des maraîchers. Parce qu'une grande partie du travail, c'est de coordonner le point de livraison,
la récupération, je peux pas récupérer mon panier la semaine prochaine, donc j'envoie un mail, j'appelle au dernier moment pour savoir si elle va arriver, je vérifie qu'elle participe à l'atelier. Voilà, ça c'est un travail au quotidien très laborieux. Voilà. Oui, vous m'entendez? Oui, Ouais, pour rebondir sur ce que disait Ludovic. Alors moi, j'avais eu un débat avec un des vice-présidents de l'aglo de Grand Angoulême, parce que c'est vrai que j'exprimais ce désaccord là sur ce forfait initial de 20 euros, sur ce choix politique, parce que moi, quand ça a été lancé, les premiers paniers bio là sur Grand Angoulême, j'avais plein de connaissances avec des femmes enceintes qui font partie de ma classe moyenne bourgeoise, qui sont déjà sensibilisées au bio et qui rapidement ont été les premières clientes de ces paniers bio en réalité. Et à côté de ça, nous, on a des familles qui galèrent dans nos patientèles et qui disent, mais qui vont pas aller accéder à cette histoire de perturbateurs endocriniens et de bio dès lors qu'on leur met un truc comment dire, un frein de 20 euros initial. Donc en fait, moi, c'est quelque chose voilà, que j'avais mis en débat. Et c'est vrai que la solution quotient familial me va mieux parce que ça crée de la progressivité. Alors que 20 euros, ça peut faire vraiment une première barrière pour des gens qui sont déjà loin du sujet. Bon, mais voilà, c'est un débat, hein. Oui, C'est, oui, c'est vraiment un vrai débat politique, hein. Je respecte, hein, les différents collègues qui sont exprimés, mais vraiment, c'est un vrai choix politique. Moi, je suis pour la gratuité ou pour la tarification solidaire avec un premier pas qui est nul, ou ce que nous, on a fait. En fait, c'est les services qui ont trouvé ça, qui est assez, qui s'appelle une durée solidaire. C'est pas mal aussi, hein, c'est-à-dire c'est gratuit pour tout le monde, mais il y a une durée différente selon les revenus. On peut aussi, chez nous, sur la restauration scolaire, sur les services de déplacement. On a aussi ça, on a gratuité pour les enfants, mais on a une tarification solidaire pour l'ensemble de la population. Voilà, au minimum, la tarification solidaire, si on veut, vous voyez, on voit bien, si on veut que les gens contribuent, moi, je ne suis pas forcément sur cette position, mais je respecte la position, au moins que si on demande une contribution, elle soit en tarification solidaire, parce que 20 euros pour des gens qui ont les minima sociaux, c'est beaucoup, alors que 20 euros pour moi ou pour vous, c'est rien, en fait. Voilà. Et donc, au minimum, la tarification solidaire permet peut-être de trouver un chemin entre la gratuité totale et entre le forfait qui me semble inégalitaire, même s'il n'est que de 20 euros. Mais c'est Merci. les mêmes débats qu'on a eus sur le sport santé, exactement les mêmes. Merci. La parole à Philippe Girardin. Peut-être si tu peux allumer son micro, Jean. Et puis oui, après, il faudra qu'on on clôt a, les on a, questions parce qu'il est déjà 22 heures. oui, on a eu le même débat à la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg et on a opté pour la gratuité, hein, euh, pour aussi une raison, pour des raisons politiques principalement, mais il y a également le fait de gérer les 20 euros. Alors, si ça avait été fait, ça aurait été fait par les agriculteurs et la Comcom ne voulait pas gérer une régie spéciale pour ça. C'est compliqué, ça aurait coûté du temps, etc. Ça ne nous paraissait pas judicieux. Mais politiquement, il a été décidé effectivement de le faire gratuit et que la gestion des paniers eux-mêmes soit faite directement par les agriculteurs, quoi, qui s'organisent entre eux et qui gèrent la totalité. La Comcom donne le feu vert, donne le, le- l'ordonnance verte directement aux maraîchers. C'est à partir de là, les maraîchers le font. Et quand il y a le feu vert pour les maraîchers, ça veut dire que la personne aura suivi la première formation. Merci. Peut-être que c'est le moment, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre-Michel, de donner la parole à Lisa. oui, il n'y a plus de questions dans le chat, non, c'est fini. Si, si, Euh, si. S'il y en a une. Ah, Louis-Adrien a une question. Alors, c'est une question que Léa a posée. L'étude sur l'impact des ordonnances vertes évoquée tout à l'heure à Strasbourg nous intéresse, s'il vous plaît. Où peut-on la trouver? Nous avons débuté un travail de thèse sur les ordonnances vertes en Charente. Merci. Ok, ben on vous envoie la synthèse, il n'y a pas de souci, hein. super, merci. 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 Alors, oui, donc on va passer la parole à Lisa. Lisa, elle va nous présenter une carte de France des différents projets sur lesquels vous travaillez, nous travaillons. D'abord, ça permet de se rendre compte un peu
de ce qui est en train de se passer, au moins pour les projets avec lesquels l'AMLP est en contact, parce qu'il y a sûrement des projets avec lesquels que l'AMLP ne connaît pas. Alors, Lisa, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Oui, Ok, parfait. Donc, Lisa Bonal, je suis éco-infirmière. Est-ce que, Jean, c'est possible de mettre la carte Elle y est? des... Vous la voyez pas? non. Non. Alors, faut que j'attends. Je crois que j'avais mise. J'ai pas dû activer le partage d'écran. Excusez-moi, 2 secondes. 2 secondes, désolé. Ah, c'est compliqué l'informatique. Ouais, j'en profite pour dire, tant qu'on parle de ce réseau, que le premier boulot qu'a fait l'AMLP, c'est de mettre sur le site un certain nombre de documents en libre accès et d'autres à Là, la vous la demande. voyez ou pas? Non, toujours Non. pas. Merde. Oui, excusez-moi. D'autres documents à la demande. Alors, bien entendu, si on ne les a pas mis en libre accès, c'est qu'on a une petite idée derrière la tête. C'est tout simplement pour garder les coordonnées de ceux qui nous demandent des documents pour pouvoir avoir une idée de qui travaille là-dessus, etc. Parce que sinon, c'est très vite fait de renvoyer un document et de plus souvenir. Voilà, je crois que Mais j'y arrive pas, je suis désolé. Attendez. Alors, si là, il y a ton écran, Jean, qui s'est Ah, je vois affiché. ton écran. Il y a du mieux. oui, mais je ne comprends pas pourquoi. Là, c'est bon? Voilà, c'est bon, parfait. Ça Ouais. commence à être bon. Ouais. Alors ça, on va commencer à y arriver à la fin de la séance. Ça va être bon. On a pris, Merci. ouais, on a pris des stagiaires à la MLP, hein. On vous demande de nous excuser, mais Les vieux stagiaires. les vieux stagiaires qu'on paye pas beaucoup, donc bon, faut comprendre. Ah, là, c'est parfait, Jean, tu auras ton stage. Merci, Jean. Alors, du coup, l'idée de cette carte qu'on a voulu créer, donc, on le rappelle, c'est un réseau informel que la MLP a voulu mettre en œuvre et, comme dit Alexandre Fels, de convergence. Du coup, la MLP a décidé de regrouper les différentes initiatives qu'il y avait sur le territoire, portées partout en France. Donc, on voit que quand même le Nord là est en train de bien se développer, contrairement au Sud, et dans le but d'avoir plus de poids au niveau national et également de faciliter les différents acteurs qui souhaitent commencer un projet ou aider ces professionnels dans le projet. Donc la carte, en fait, l'idée de cette carte-là, c'est une capture d'écran, je pense que Jean a faite, mais c'est vraiment, donc elle est disponible sur Internet, elle sera disponible et mise en ligne sur le site. Elle est mise en ligne sur le site, hein. Elle est mise en ligne sur le site de la MLP, pardon. Et donc l'idée de cette carte, c'est qu'on peut voir trois classes de projets, trois profils différents, c'est-à-dire soit les projets sont démarrés, donc comme à Strasbourg, hein, donc c'est le premier en vert, soit le projet est en cours de discussion avec les élus, donc là il y a eu quand même une prise de contact, ou alors la troisième couleur c'est en cours d'élaboration, donc il y a l'idée d'un projet d'ordonnance verte, mais pas encore de discussion avec les élus, par exemple. Donc là, l'idée, c'est de se balader sur la carte. Vous pouvez vraiment zoomer sur les lieux et voir exactement où est-ce que sont les projets, parce que c'est assez précis. Et puis, si vous cliquez dessus, sur le côté, vous aurez d'afficher des noms de contacts. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est si là, déjà, vous avez, parce que je pense il nous manque peut-être des zones, si il y a des personnes qui actuellement sont en cours de projet, j'ai noté déjà quelques noms que je n'avais pas. N'hésitez pas à mettre dans le chat votre nom, email, si vous voulez être la personne un petit peu contact, et nous le partager, ou sinon si c'est pas aujourd'hui, nous le partager par mail.
Donc voilà un petit peu pour cette carte et je me permets de dire aussi que en tant qu'éco-infirmier, donc on est plusieurs en France, on commence à être quand même un petit réseau, on est formé à la santé environnementale et bah, du coup n'hésitez pas du coup aussi à contacter ces professionnels autour de vos communes parce qu'on peut également animer des ateliers de sensibilisation sur les perturbateurs endocriniens. Et donc, bah, moi, je me trouve sur Toulouse et j'essaye de mettre en place aussi le projet d'ordonnance verte. Donc, je fais aussi un petit appel si jamais il y a des gens autour de Toulouse. Voilà, je pense que j'ai tout dit, Pierre-Michel. Si Très tu veux, je bien. te laisse conclure. Mais je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que je vais répéter des choses que j'ai déjà dit. Mais, mais tout à l'heure, la question qui portait sur la sécurité sociale de l'alimentation m'a interpellé parce qu'en fait, le but du réseau, enfin, un des buts du réseau, c'est aussi, enfin, si vous le partagez, hein, c'est de rendre visible donc, tous ces projets pour qu'à terme, tout ça, ça finisse dans la loi, puisqu'en fait, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on va essayer de mobiliser les services de l'État localement, mais on voit bien que c'est pas toujours très facile pour créer finalement des choses intéressantes à l'échelle de communes, de Comcom, mais qui compte au bout du bout, c'est que la loi évolue et permette une telle avancée pour tout le monde, pour toutes et tous. Voilà ce qui est dans la philosophie de la sécurité sociale de l'alimentation, même si ça n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc pour ce réseau, on vous propose aucune structure. On vous propose de continuer à faire ce que nous faisons jusqu'ici, c'est-à-dire de servir de boîte aux lettres entre vous. On vous promet qu'on refera une autre visio à terme. Euh, alors, en règle générale, pour essayer d'appuyer, alors vous l'avez compris, ce soir, c'était beaucoup pour essayer de comprendre comment lancer ça et quels sont les financements à mobiliser, puisqu'en fait, sans ça, ça ne marche pas. Donc l'idée à chaque fois, c'est de pouvoir mettre en exergue un des points soulevés par les ordonnances vertes et de préférence avec des expériences très différentes. Et je crois que ce soir, les intervenants ont montré qu'en effet, il n'y avait pas qu'une seule façon de s'y prendre. Voilà, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est vous remercier à tous et particulièrement aux intervenants. Voilà. Et je vous souhaite donc une bonne fin de soirée, de bons projets ordonnances vertes sur vos territoires. Et puis à la prochaine visio. Et n'hésitez pas à nous contacter pour d'autres questions en dehors de tout ça. J'ai vu qu'il y avait une question sur l'enregistrement. Alors, si notre stagiaire a bien fait les choses, la visio était enregistrée. Et donc, on pourra, comme la dernière fois, l'envoyer à tous ceux qui la demanderont. Et voilà. Pour ce qui est des documents, j'en ai parlé tout à l'heure et de toute façon, c'est pareil, ils sont sur le site ou bien vous n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Bonne soirée à tous et puis à une prochaine fois. Salut Pierre-Michel. Bonne Merci. soirée. Merci à tous, au revoir. Merci à tous. Salut. J'ai une question de Béotien, si vous m'entendez. Oui, Les questions qui sont dans le chat, une fois qu'on ferme, on y a toujours accès on peut demander à Rémi, c'est lui qui a. Rémi, t'es là encore ou pas?
Tu lui as coupé le sifflet, il faut que tu le Ah, où renvoies. est-ce qu'il est notre... Voilà, oui, oui, je te mets le... Voilà. C'est bon, là, Rémi, tu peux causer. Ouais, alors en fait, j'ai pas du tout. J'ai pris des photos au fur et à mesure pour être sûr de ne pas les rater, mais je sais pas comment on les récupère. Eh bien, je me posais la question justement. Je me disais, pourvu que personne ne ferme la session avant Attends. d'avoir résolu ce problème. C'est ce que Euh, je fais. T'as fait des photos au fur et à mesure, des copies d'écran? Ouais, mais j'ai pas tout, hein. Ce serait mieux d'arriver à le ouais, récupérer parce comme que moi, ça. ça annonce 127, 129 nouveaux messages en bas du truc. Oui, mais Donc, parce que tu les as pas tous nommés. bah non, mais enfin, ça veut dire qu'il y en a au moins 130, quoi. Guillemets, dire que tu peux faire un copier-coller, oui, ça c'est ce qu'il a Ouais, fait. en fait, c'est bon, je l'ai récupéré dans un bloc-notes là. Alors, c'est pas très beau l'affichage, mais en tout cas, j'ai tout. Ah Tu bon, as ça tout. y est. Nickel. T'as fait comment? Bah, il y a une petite option À droite? en haut à droite. Non, pas tout à fait à droite, sinon c'est coupé. Enregistrer la discussion dans les trois petits points. Oui, trois petits points, enregistrer la discussion, oui. Je Ok, l'ai pas ça encore te fait un vu. copier-coller. Et tout de suite, te Ah oui, l'envoyer par d'accord. mail, Jean. Je te l'envoie par mail tout de suite. Très bien. Oui, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé le replay, donc ça permettra de savoir à qui. Oui. Moi aussi, je crois que j'en ai qui m'ont demandé par téléphone en parallèle. Il y a quelqu'un qui ne pouvait pas se connecter, enfin qui se connectait mais qui n'avait pas le son, qui n'entendait rien. Oui, mais alors ça qui n'entend rien, c'est parfois les gens qui n'ont pas branché l'ordinateur, je suis, qui n'ont pas branché leur haut-parleur ou leur micro d'ordinateur. Est-ce que Ah, c'est pas possible qu'il y ait une seule personne qui n'entende rien alors que tous on a entendu? oui, oui, oui. De Oui, oui, mais machine. d'accord, mais on va pas leur sauter dessus en disant ça quand même, mon pauvre Jean. Si on peut leur dire demander à activer leur haut-parleur. D'accord, moi comme je ne le savais pas, je n'ai pas répondu. Donc j'ai dit qu'on enverrait un replay. Voilà, voilà Guillemette. Bonsoir Ah, salut Guillemette. Guillemette. On En tous les t'entend pas, sons, là. tu peux dire ce que tu veux. Ayant t'entend. Tu peux remettre le micro à tout le Salut. monde, on n'est plus que 15, Jean. Oui, oui, attends, je vais le remettre. Attends, faut que je me retrouve là. Outil de l'hôte. En tout cas, tu as bien géré, Jean, hein. Merci, hein. Oh non, là, Ouais, ouais, bravo, hein. J'ai merdouillé deux, trois trucs. Alors, je sais pas, à Bon, discuter. heureusement qu'il nous coûte pas cher, moi je dis, parce que faut pas déconner quand même. Mais là, vous devez pouvoir tous causer, non? Ouais, Oui. mais on peut plus écrire. Sauf là, Lorraine, elle a le micro coupé. Ou alors c'est elle qui l'a coupé. Elle veut pas causer peut-être. Elle veut aller au lit, c'est ça. Jean, t'as désactivé le chat. Peut-être que je sais pas s'il y a encore Ma des. faute? Ça va être de ma faute, ça y est. Ah oui, oui, je crois que c'est de ma faute. Attends, je le remets. Tu sais, quand on te fait des compliments, ça cache quelque chose en général. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, c'était super chouette. Il y avait plein de monde. Ah ben oui, il y avait du monde. Ouais, en fait, il y avait 96, je crois, participants et on en a perdu 5. Donc Oui, il y avait c'est très peu, hein, 150 sur inscrits. 2 heures, Il y c'est avait très peu. 150 inscrits, mais il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu, qui se sont déconnectés en cours de route ou qui ne se sont pas connectés. Alors, Lorraine voudrait bien causer. Tu peux y aller, Lorraine, ça y Ah, est. salut. Non, c'est tout, c'était juste au cas où. Moi, il y en a un qui m'a demandé le lien parce qu'il n'avait pas reçu. Mais je Il m'a comprends pas demandé. parce que il y a quelques heures, jusqu'à 20 heures, j'ai envoyé des liens parce qu'il me semble qu'il y a eu un premier envoi qui a été fait où il n'y avait pas le lien. C'est curieux. Oui, oui, moi j'en ai envoyé plusieurs vers 20 heures aussi, Il n'y avait pas le lien dans le premier courrier qui avait été fait. dont Bon, celui de Ludovic Roued. Mais là, je crois que c'est une oui. connerie de ma part parce que je lui ai dit oui, 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 c'est bien, votre intervention est très bien, le PowerPoint super, ça tient dans les 10 minutes et le lien. C'est pour ça qu'il était très inquiet de savoir si j'avais reçu son PowerPoint, si tu me l'avais donné. Je comprends qu'il soit inquiet, le pauvre. Et, D'accord. et Jean, tu peux arrêter l'enregistrement là, si on Oula, le oula, diffuse oula, oula. après. Je viens de voir. Ah oui.